La série des enseignements techniques vous donne des clés de compréhension précises sur une grande variété de sujets. Des sujets d'intérêt psychologique, des sujets d'intérêt social ou des sujets d'intérêt spirituel. Mon nom est Cyril Ndong Assou. Je suis enseignant spirituel. Vous êtes libre de prendre de mon propos ce qui vous convient et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Ceci est la petite introduction générique de 3 minutes que vous allez entendre au début de chaque enseignement technique. Dans cette série des enseignements techniques, je m'adresse à celles et ceux qui veulent véritablement enrichir leur compréhension sur différents sujets. Et dans cette série d'enseignements techniques, je vais éclairer une grande variété de sujets. À chaque fois, les 45 premières minutes environ de chaque enseignement technique vous seront offertes gratuitement. Je répète, à chaque fois, les 45 premières minutes de chaque enseignement technique vous seront offertes gratuitement. La plupart des enseignements techniques font entre 2h30 et 3h30. La plupart. Certains enseignements seront beaucoup plus longs que cette durée de base. Pour accéder à l'intégralité des enseignements techniques, vous devez en faire l'acquisition en suivant le lien indiqué en description de ces podcasts sur YouTube. Je vous souhaite une bonne écoute de ces enseignements techniques et profitez au maximum des 45 premières minutes qui vous sont offertes gratuitement. Bonne écoute. Le sujet du présent enseignement technique, c'est les volontaires, leur potentiel, leur mission. Les volontaires, leur potentiel, leur mission. La première chose ici qu'il faut faire, c'est donner l'explication exacte de ce qu'est un volontaire. Donner la véritable explication sur ce que sont les volontaires. La dimension physique est seulement la dimension la plus dense parmi toutes les dimensions qui composent l'univers éthérique. Ce que l'on appelle l'univers physique est simplement la dimension la plus dense de l'univers éthérique. Le véritable univers au sein duquel les âmes s'incarnent, c'est l'univers éthérique. Et au sein de l'univers éthérique, vous avez un certain nombre de dimensions.
et la dimension physique, c'est seulement la dimension la plus dense de l'univers éthérique. L'univers éthérique est peuplé d'une grande quantité et d'une grande variété de races intelligentes. Vous avez une grande variété de races animales et vous avez une certaine variété de races intelligentes. Si on prend le cas de la Terre, vous avez une grande variété de races animales. Ici, j'emploie le terme race dans un sens équivalent au terme espèce. Donc, vous avez une grande variété de races animales sur la planète Terre. Et vous avez une seule race intelligente, qui est ici la race humaine terrestre. Donc, l'univers éthérique est peuplé d'une grande variété et d'une grande quantité de races intelligentes. C'est quoi une race intelligente? C'est un système de complexion éthérique et ce que je veux dire ici s'applique tout à fait aux complexions physiques. Une race intelligente, c'est un ensemble de complexions éthériques fondées sur le même paramétrage génétique général qui possède un niveau de complexité neurogénétique, c'est-à-dire un cerveau, un niveau de complexité neurogénétique qui possède le type et le niveau de complexité nécessaires pour permettre l'incarnation des esprits immortels, donc au sein de ces complexions éthériques. Donc une race intelligente, c'est un ensemble de complexions éthériques fondées sur le même paramétrage général génétique, au sein desquels sont incarnés des esprits immortels. Mais un esprit immortel ne s'incarne pas directement à même une complexion éthérique. Je répète, un esprit immortel ne s'incarne pas directement à même une complexion éthérique. Pour qu'un esprit immortel puisse s'incarner au sein d'une complexion éthérique, il faut que l'esprit soit d'abord revêtu d'une complexion astrale. Il faut que l'esprit soit d'abord revêtu d'une complexion astrale. Au sein de la réalité, il y a trois grands univers. Il y a l'univers éthérique, il y a l'univers astral et il y a l'univers spirituel lui-même. Les esprits résident naturellement dans l'univers spirituel et l'univers spirituel possède une grande variété de dimensions, toujours sous-entendu de dimensions vibratoires. Dans la pensée spirituelle, la notion de dimension est tout à fait différente des notions qui sont entendues dans le concept de dimension quand il s'agit de la pensée mathématique ou de la pensée des sciences physiques. La pensée spirituelle
définit les dimensions comme étant des plages vibratoires au sein desquelles on trouve un certain mobilier cosmique, c'est-à-dire des planètes, des étoiles et tout ce que cela suppose de mobilier cosmique. Il y a donc trois univers au sein de la réalité et chacun de ces univers possède une certaine quantité, une certaine variété de dimensions. Les esprits en eux-mêmes résident dans l'univers spirituel. Quand un esprit immortel est revêtu d'une complexion astrale, ça devient une âme et les âmes résident dans l'univers astral. Et quand une âme est revêtue d'une complexion éthérique, ça devient un être éthérique ou un être physique si la complexion est physique, ça devient un être éthérique et les êtres éthériques résident dans l'univers éthérique. Donc, si on différencie les esprits, les âmes et les êtres éthériques, cette différenciation n'est pas une différenciation à proprement parler de nature, c'est une différenciation de structure, c'est-à-dire que un esprit immortel, c'est un esprit en lui-même, tel qu'il est en lui-même. Une âme, c'est un esprit revêtu d'une complexion astrale, et un être éthérique, c'est une âme revêtue d'une complexion éthérique. Et les êtres éthériques, c'est l'autre nom pour désigner les races intelligentes qui peuplent l'univers éthérique. Le paramètre le plus important dans la définition d'une race éthérique, c'est le niveau d'évolution neurogénétique. Le code génétique définit la structure de la complexion éthérique. Et une partie du code génétique définit la structure de la complexion cérébrale proprement dite au sein de la complexion éthérique. Il y a des différences de niveau de puissance au niveau de la puissance neuropsychique. Ici, je ne vais pas détailler toutes les notions, je ne vais pas expliquer tous les concepts, je vais faire certaines ellipses et certaines synthèses, mais non explicitées, pour poser certains concepts, certaines notions. Mais je pense qu'il y aura assez de clarté et assez d'éléments à chaque fois pour que vous ayez une idée générale tout à fait utilisable pour assimiler toute la teneur du présent enseignement technique. Donc, il y aura assez d'éléments dans ma façon de définir ici les notions pour ne pas gêner votre compréhension claire du propos de cet enseignement technique. Ainsi, de la notion de niveau d'évolution neurogénétique et ainsi de la notion de niveau de puissance neuropsychique. Le niveau d'évolution neurogénétique est relativement homogène au sein d'une même race éthérique, au sein d'une même race intelligente. Je répète, au sein d'une même race intelligente, le niveau d'évolution neurogénétique est homogène. Cela signifie qu'il n'y a pas des écarts
énorme entre les individus issus d'une même race intelligente. Qui dit niveau d'évolution neurogénétique définit automatiquement un niveau de puissance neuropsychique, c'est-à-dire l'ensemble des capacités et leur niveau de puissance, l'ensemble des capacités, on va dire neuropsychiques, on ne va pas définir plus avant le terme, dont les individus d'une race intelligente ont un usage intentionnel immédiat. En quoi consiste la puissance neuropsychique? Elle consiste en trois grands aspects. Le premier aspect, il n'y a pas d'ordre en tant que tel. Les trois aspects, on va dire, se comptent simultanément. Donc, la puissance neuropsychique, qui est définie par le niveau d'évolution neurogénétique, consiste en trois grands aspects. Le premier aspect, c'est la puissance d'intelligence, sous-entendu à la fois la puissance d'intelligence rationnelle et la puissance d'intelligence intuitive. La véritable intuition n'est pas un aspect du ressenti émotionnel, c'est l'aspect supérieur du fonctionnement de l'intellect. L'intellect possède deux modes de fonctionnement. Un mode discursif où il va s'agir de la capacité de construire pas à pas du raisonnement, et un mode intuitif où il s'agit d'une sorte de capacité de supercalcul où un aspect de l'intellect va juste produire de façon quasi instantanée le résultat d'un calcul logique. Un raisonnement, c'est toujours un calcul logique, non pas un calcul arithmétique, non pas un calcul mathématique. Les calculs arithmétiques, les calculs mathématiques sont seulement des modalités, c'est-à-dire des cas particuliers de ce qui est de façon générale un calcul logique. Donc, le premier aspect parmi les trois qui définit la puissance neuropsychique, c'est la puissance d'intelligence. Et il faut entendre dans la puissance d'intelligence la puissance d'intelligence rationnelle et la puissance d'intelligence intuitive. Le deuxième aspect, c'est la puissance télépathique. C'est la puissance télépathique. Dans la notion générale de puissance télépathique, vous avez une certaine variété de capacités psychiques. Vous avez, par exemple, la capacité de lecture psychique. Vous avez, par exemple, la capacité d'influence psychique. Vous avez, par exemple, la capacité de projection psychique et vous avez, dernier exemple, la capacité de communication psychique. On devrait dire d'hypercommunication psychique, mais on va juste dire de communication psychique. Donc, dans cette notion de télépathie, il ne faut pas oublier d'entendre une certaine variété de capacités psychiques. Lecture psychique, influence psychique, projection psychique et communication psychique. Ça, c'est le véritable contenu de la capacité générale de télépathie. Et le troisième aspect de la puissance neuropsychique, c'est la puissance psychokinésique. C'est la puissance psychokinésique. Donc, je rappelle,
Dans la notion générale de puissance neuropsychique, vous avez trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect puissance d'intelligence, c'est-à-dire la capacité à comprendre le réel, la capacité à comprendre les systèmes du réel. Donc, la puissance d'intelligence, premier aspect. La puissance télépathique, c'est le deuxième aspect. Dans la notion de puissance télépathique, il faut entendre la capacité pour le système neuropsychique, la capacité de capter et d'émettre et de moduler sous une grande variété de fréquences ce qu'on peut ici appeler des ondes psychiques. Dans la capacité spécifique de projection psychique, vous avez la capacité de créer des sphères psychiques capables de transporter l'aptitude à la perception, mais aussi l'aptitude à l'influence psychique. Mais techniquement, la puissance télépathique, c'est la capacité de manier sous différentes formes, sous différentes modulations, manier des ondes psychiques. Et la puissance psychokinésique, c'est le pouvoir d'action du système neuropsychique, c'est le pouvoir d'action sur les systèmes énergétiques, à la fois non cristallisés et cristallisés, c'est-à-dire, je répète, à la fois non cristallisé et cristallisé, c'est-à-dire le pouvoir d'action sur la matière-énergie au sens général. La matière, c'est simplement de l'énergie cristallisée. Donc, chaque race intelligente va posséder un certain niveau de puissance neuropsychique. Ce niveau de puissance va définir le niveau de puissance de l'intelligence, le niveau de puissance de la télépathie et le niveau de puissance de la psychokinésie. Au sens général, la capacité télépathique et la capacité psychokinésique sont les deux formes principales de la puissance psychique, ici de la puissance neuropsychique. Cela veut dire que c'est d'abord l'ensemble des variations internes à chacune de ces capacités et c'est l'ensemble des combinaisons de ces variations qui définit l'extrême variété des opérations psychiques, des opérations, on va dire, neuropsychiques que peut réaliser un être en fonction, bien entendu, de son niveau de puissance neuropsychique. Il serait possible de quantifier, c'est-à-dire de donner une valeur chiffrée. Il serait possible de quantifier les niveaux de puissance neuropsychique et donc de quantifier les niveaux d'évolution neurogénétique. Ici, je vais définir des chiffres non pas au hasard en tant que tels, mais je vais définir une échelle arbitraire juste pour la réflexion des niveaux de puissance neuropsychique, sous-entendu de niveau d'évolution neurogénétique. On va dire que le niveau de puissance neuropsychique de la race humaine terrestre est de 100. Donc, on va dire que le niveau d'évolution neuropsychique de la race humaine terrestre est chiffré à la valeur 100. À la valeur 100, la race humaine terrestre possède un usage, somme toute, assez modeste de capacité d'intelligence, un niveau de puissance d'intelligence relativement modeste, où il y a un peu de capacité d'intelligence rationnelle et presque rien de capacité d'intelligence intuitive.
Si on regarde l'aspect télépathique, c'est presque rien, c'est-à-dire que au niveau de puissance neuropsychique 100, vous n'avez presque aucune capacité télépathique et vous avez encore moins de capacité psychokinésique. Ça, c'est la condition de la race humaine terrestre. Ça, c'est le niveau de puissance neuropsychique de la race humaine terrestre. Si vous prenez une race intelligente de niveau de puissance neuropsychique non plus 100 mais 500, vous allez avoir une race avec une puissance d'intelligence de loin supérieure à celle de la race humaine terrestre. Vous avez une capacité de lecture psychique et une capacité relative d'influence psychique qui est de toute façon beaucoup plus puissante que ce qu'elle est au sein de la race humaine terrestre. Et vous avez un niveau très très modeste, presque inexistant de puissance psychokinésique. Si vous prenez une race de niveau de puissance neuropsychique 1000, eh bien, vous avez une augmentation de tous ces aspects de la puissance neuropsychique. Donc, vous avez des différences de niveau assez importantes souvent entre les races, des différences de niveau de puissance neuropsychique. Les différences de niveau technologique ne sont qu'une conséquence des différences de niveau de puissance neuropsychique. Les races disposant des niveaux de puissance neuropsychique les plus élevés vont aussi développer des technologies beaucoup plus évoluées, beaucoup plus développées, beaucoup plus puissantes. La capacité d'élaborer des technologies est directement fonction de la puissance d'intelligence. Or, la puissance d'intelligence est directement fonction du niveau de puissance neuropsychique. De sorte que ce qui permet véritablement de différencier les niveaux entre les races intelligentes, ça n'est pas le niveau de technologie, c'est le niveau de puissance neuropsychique. Le niveau technologique n'est pas quelque chose qui évolue de façon continue dans le temps à mesure que la classe des chercheurs et des ingénieurs au sein d'une race continue ses travaux. Il y a des plafonds dans le niveau de puissance technologique. La technologie, c'est la maîtrise de la complexité, c'est-à-dire c'est la maîtrise, on va dire, intellectuelle de la complexité du réel, de la complexité de la substance du réel, des systèmes du réel. À un niveau de puissance d'intelligence donnée, il y a une limite à la quantité, on va dire ainsi, à la quantité au niveau de complexité que peut maîtriser la dite puissance d'intelligence. Là, on va dire intellectuelle parce que, in fine, même l'aspect intuition est une sorte de super fonctionnement de l'intellect. Et l'intellect à la base, c'est l'instance rationnelle, c'est-à-dire ce qui a la capacité de comprendre comment fonctionne le réel. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des plafonds dans le niveau technologique. La technologie, c'est la maîtrise de la complexité de la substance du réel. Et à tel niveau de puissance intellectuelle, il y a une limite dans le niveau de complexité que peut maîtriser tel ou tel niveau de puissance intellectuelle, de sorte que
une race intelligente va atteindre à un moment donné son plafond technologique. Et pour dépasser ce plafond technologique, il faut que cette race intelligente connaisse une mutation évolutive pour que son niveau d'évolution neurogénétique fasse un bond en avant pour que son système neurogénétique soit plus évolué et détermine un cerveau beaucoup plus puissant et donc détermine une puissance neuropsychique beaucoup plus élevée. Dans le cas de la race humaine terrestre, la race humaine terrestre n'a pas encore atteint son plafond technologique. Plus une race intelligente a un niveau élevé de puissance intellectuelle, plus rapidement elle va atteindre son plafond technologique. Si bien que la chose qui différencie véritablement les races, c'est le niveau de puissance neuropsychique, tandis que le niveau de puissance technologique n'est qu'une traduction fonctionnelle d'un aspect du niveau de puissance neuropsychique. De fait, en oubliant la question de la possibilité de chiffrer les niveaux de puissance neuropsychique, on peut proposer, et c'est juste une façon de traduire ce qui est une évidence au sein des races intelligentes qui voyagent dans l'espace à bord de vaisseaux. On peut définir des niveaux généraux de race, sous-entendu des niveaux de puissance neuropsychique, sous-entendu des niveaux d'évolution neurogénétique. Vous avez ainsi des races mineures, des races médianes, des races majeures et des races transcendantales. 4 grands niveaux au sein des races, 4 grands niveaux neuropsychiques au sein des races. Vous avez donc des races de niveau neuropsychique mineur, des races de niveau neuropsychique médian, des races de niveau neuropsychique majeur et des races de niveau neuropsychique transcendantal. En raccourci, vous avez des races mineures, des races médianes, des races majeures et des races transcendantales. Ces notions n'ont aucun rapport avec la quantité de population d'une race, ça n'a aucun rapport avec l'étendue de l'empire interplanétaire que pourrait se constituer une race. Ces niveaux ont à voir avec le niveau de puissance neuropsychique des individus de la race, défini par le niveau d'évolution neurogénétique qui est toujours, comme je l'ai dit, homogène au sein d'une même race. Il peut arriver qu'une race transcendantale n'occupe qu'une seule planète dans un système stellaire et qu'une race médiane occupe des dizaines de planètes à travers une variété de systèmes stellaires. Donc, ces notions ici de niveau ne disent pas la quantité de population d'une race, ne disent pas l'étendue de l'empire d'une race, ça dit simplement le niveau d'évolution neurogénétique et par conséquent le niveau de puissance neuropsychique d'une race. Il y a donc 4 grands niveaux de races, des races mineures, des races médianes, des races majeures et des races transcendantales. Ici, je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que signifient ces différences de niveau de puissance. Quel est le différentiel de niveau entre des races mineures et des races médianes, entre des races médianes et des races majeures, entre des races majeures et des races transcendantales?
Je vais prendre juste deux aspects spécifiques, deux aspects particuliers pour essayer de vous donner un aperçu de ce que peut signifier le niveau mineur, le niveau médian, le niveau majeur et le niveau transcendantal. La principale difficulté, c'est que si on voit les choses à même la vie dans une dimension éthérique, il faut se souvenir que les dimensions éthériques sont des dimensions au sein desquelles la matière, donc la matière éthérique, offre beaucoup plus de souplesse et répond beaucoup plus à la volonté que ça n'est le cas pour la matière physique, donc la matière de la dimension physique. Par exemple, pour un être de race mineure, il est impossible dans la dimension physique de léviter dans les airs, sous-entendu par l'exercice de sa propre puissance psychique. Tandis que pour un être de race mineure, mais qui vit dans la dimension éthérique, dans une dimension éthérique, eh bien, à même la dimension éthérique, pour un tel être, c'est tout à fait possible de léviter un peu dans les airs, toujours entendu par l'exercice immédiat de sa force neuropsychique. Donc, il faut se rappeler que plus une dimension est vibratoirement élevée au sein d'un même système de matière, donc ici l'univers éthérique, donc la matière éthérique, déclinée dans ses différentes dimensions, donc plus une dimension est élevée au sein d'un même univers, plus les lois de fonctionnement au sein de cette dimension offrent plus de degrés de liberté que ça n'est le cas pour les dimensions inférieures, pour les dimensions moins élevées au sein du même univers considéré. Donc, la matière physique étant très lourde, pour un être de race mineure, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à même la dimension physique. Mais si vous prenez le même être et que vous le déplacez vibratoirement dans une dimension éthérique, nombre de choses qui lui étaient impossibles à même la dimension physique vont devenir tout à fait possibles à même la dimension éthérique considérée. Toujours sous-entendu par l'exercice immédiat de sa force neuropsychique. Si vous ne comprenez pas cette notion de différentiel de degré de liberté et donc de degré de souplesse de la matière selon les dimensions, vous pourriez ne rien comprendre à certaines manifestations, on va dire ainsi, des races possédant des technologies très avancées au milieu de la dimension physique. Je le dis vite comme ça, mais je le dis de façon tout à fait compréhensible. La plupart des races éthériques qui sont au moins de niveau médian, donc la plupart des races éthériques au moins de niveau médian, maîtrisent la technologie de déplacement dans l'espace et la technologie de déplacement vibratoire entre les dimensions. J'appelle ça ici la technologie de déplacement interdimensionnel. Cela signifie que par l'application de cette technologie, les êtres de ces races peuvent se densifier et apparaître de façon tout à fait tangible, tout à fait physique dans la dimension physique.
La capacité neuropsychique de maîtriser le déplacement interdimensionnel, c'est le propre des races transcendantes. Les autres races doivent utiliser de la technologie pour se déplacer entre les dimensions, par exemple pour se densifier dans la dimension physique. Il y a plusieurs sortes différentes de technologies et je ne vais pas ici évoquer les différentes sortes de technologies. Ce que je dis, c'est que la plupart des races, au moins de niveau médian, dans l'univers éthérique, maîtrisent la technologie interdimensionnelle. Tandis que seules les races de niveau transcendantal maîtrisent la puissance neuropsychique interdimensionnelle, c'est-à-dire la capacité de se déplacer entre les dimensions par le seul exercice de leur force neuropsychique. Maintenant, il faut essayer de vous donner une idée de ce que signifient ces quatre grands niveaux de puissance neuropsychique: mineur, médian, majeur, transcendantal. On va partir de la situation suivante. Vous densifiez, donc dans la dimension physique, vous densifiez quatre êtres, un de niveau mineur, donc issu d'une race de niveau mineur, un de niveau mineur, un autre de niveau médian, le troisième de niveau majeur et le quatrième de niveau transcendantal. Comment va se traduire leur différence de niveau? Je vais ici juste prendre deux éléments spécifiques pour illustrer les différences de niveau. Vous placez, on va dire, une barre de fer de 1 kg. Vous imaginez les proportions. Vous placez une barre de fer devant chacun de ces quatre êtres: le mineur, le médian, le majeur et le transcendantal. Et vous demandez à ces êtres-là d'agir sur la barre de fer avec l'aspect puissance psychokinésique de leur puissance neuropsychique. C'est-à-dire que voilà, vous invitez ces quatre êtres à agir sur la barre de fer avec leur seule force neuropsychique. Eh bien, l'être de niveau mineur ne pourra rien faire du tout. Son niveau de puissance psychokinésique est tellement faible qu'il n'a aucune action sur la barre de fer. Même si l'être mineur se concentrait pendant des heures et des heures, il n'arriverait à rien sur la barre de fer. Donc, l'être de niveau mineur serait impuissant devant la barre de fer. L'être de niveau médian devra se concentrer pendant quelques dizaines de secondes, au pire quelques poignées de minutes, mais il sera capable de faire léviter la barre de fer, de la faire léviter, de la maintenir dans les airs, de la faire tournoyer de toutes les manières possibles. Donc, il sera tout à fait capable de faire léviter la barre de fer. Il sera même capable de tordre la barre de fer. Il lui faudra plusieurs secondes ou quelques brèves minutes pour se concentrer et mobiliser le niveau de puissance neuropsychique qui lui est nécessaire pour obtenir cette capacité de faire léviter et de tordre la barre de fer.
Et certainement qu'au bout de quelques minutes de cet exercice, il sera assez prouvé, il sera assez exténué par cet immense effort. Donc voilà ce dont serait capable l'être de niveau médian dans cette situation. L'être de niveau majeur sera capable non seulement de faire léviter quasiment sans effort la barre de fer, mais il sera capable de la liquéfier, de l'entortiller dans tous les sens, de la briser, de la déchiqueter en 10 000 morceaux. Il sera capable de modifier la vibration dimensionnelle de la barre de fer et de mettre la barre de fer en état de translation et de la téléporter sur la distance qu'il voudra, sur quelques mètres, sur plusieurs centaines de kilomètres, sur plusieurs milliers de kilomètres à la surface de la planète. Ça, c'est la puissance neuropsychique d'un être de race majeure. C'est une puissance immense qui est ici assez facile à se représenter avec le cadre de l'exemple qu'on est en train d'utiliser. Donc, l'être majeur sera capable non seulement de faire léviter la barre de fer, mais aussi de la faire translater, de la téléporter, mais aussi de l'affecter de toutes les manières mécaniques possibles, la liquéfier, l'entortiller dans tous les sens en faisant des dizaines de nœuds, la briser en 1000 morceaux, etc. Il sera capable de la rendre plus chaude jusqu'à faire rougir le fer, jusqu'à le faire fondre de chaleur, etc. L'être transcendantal, lui, il sera capable non seulement aisément de tout ça, mais il sera aussi capable de transformer cette barre de fer en or. Il sera capable de changer cette barre de fer en morceaux de bois. Il sera capable de maîtriser la mutation atomique au sein de la barre de fer. L'être majeur sera capable d'affecter mécaniquement, de toutes les manières possibles, par sa force neuropsychique, la barre de fer. L'action de l'être transcendantal va jusqu'à la capacité de maîtriser la mutation atomique de la matière, donc transformer littéralement de la matière, littéralement transformer n'importe quel type de matériau en tout ce qu'il vaudra. Et même à partir d'une barre de fer comme celle-là, la transformer en un morceau de bois ou la transformer en un serpent, donc en une créature vivante. Ça, c'est la puissance transcendantale des êtres de race neuropsychique transcendantale. Prenons un second exemple illustratif. Vous prenez toujours ces 4 êtres. Le premier mineur, le deuxième médian, le troisième majeur et le quatrième transcendantal. Et vous les enfermez dans une cellule. Et vous fermez la porte de la cellule à clé. Et vous invitez ces êtres-là à sortir de là en exerçant seulement leur force neuropsychique. L'être mineur ne pourra rien faire. Ça, c'est vite entendu. L'être mineur ne pourra rien faire. L'être médian sera capable de se concentrer sur la serrure et d'affecter mécaniquement la serrure jusqu'à pouvoir l'ouvrir.
Donc, par ce moyen, par ce biais, l'être médian pourra, par sa puissance psychokinésique, forcer la serrure et ouvrir la serrure par la seule application de sa puissance neuropsychique. L'être majeur n'aura pas besoin de forcer la serrure. Il peut se concentrer sur son propre corps et il peut élever assez les vibrations de son corps pendant quelques dizaines de secondes pour placer son corps en état de translation. Et quand on est en état de translation par rapport à une dimension donnée, on est capable de traverser les murs au sein de cette dimension. Donc, l'être majeur pourra juste se mettre en état de translation pendant plusieurs dizaines de secondes et il pourra ainsi, voilà, se téléporter où il veut, traverser les murs sans que les murs ne représentent pour lui un quelconque obstacle. C'est le déphasage vibratoire induit par l'état de translation qui rend cela possible. Je rappelle que quand on est en état de translation, les êtres normaux de la dimension donnée ne peuvent plus ni vous toucher ni vous voir. Mais vous restez capable de les voir, sauf que vous ne pouvez plus, de fait, vous-même toucher les choses. Vous traversez les murs, vous traversez les objets, vous traversez la matière cristallisée de la dimension considérée. En état de translation, vous pouvez marcher tranquillement, vous pouvez simplement, on va dire, glisser dans les airs et aller à la vitesse que vous voulez. D'où l'impression de téléportation quand vous entrez en translation à un point A et vous vous déplacez à grande vitesse jusqu'à un point B et vous vous redensifiez dans la dimension correctement au point B. Celui qui vous regarderait faire, vous verrez disparaître au point A et vous verrez réapparaître au point B. De son point de vue, vous vous seriez téléporté. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez juste mis votre corps en translation et vous vous êtes déplacé rapidement en translation. Donc, l'être majeur sera capable, par sa maîtrise de l'état de translation, de sortir de la cellule sans devoir forcer la moindre serrure. Et évidemment, l'être transcendantal sera encore plus capable de faire cela, puisqu'il est même capable, par sa seule puissance neuropsychique, de se déplacer entre les dimensions. Sa puissance ne se limite pas à la capacité d'entrer en translation pendant quelques dizaines de secondes. Sa puissance va jusqu'à la capacité de lui permettre de se déplacer durablement et de se stabiliser dans les dimensions qu'il veut visiter, dans lesquelles il veut apparaître. Prenons encore un exemple illustratif. Vous prenez toujours les quatre êtres, le premier mineur, le second médian, le troisième majeur et le quatrième transcendantal. Et vous les mettez en face d'un être mineur, typiquement un humain terrestre moyen, donc un être de race mineure. Et vous allez inviter les quatre êtres à communiquer télépathiquement avec l'être mineur, avec le terrien de base.
Eh bien, l'être mineur sera incapable de la moindre communication télépathique avec le terrien de base. L'être médian sera capable de lire aisément dans le cerveau du terrien de base. Il sera capable d'influencer le cerveau du terrien de base et il sera capable de faire entendre sa propre voix télépathique directement dans le cerveau du terrien de base. Je répète, l'être médian sera capable de faire entendre sa voix directement dans le cerveau du terrien de base. Il sera capable de lire aisément dans le cerveau du terrien de base et il sera capable de faire entendre sa voix télépathique dans le cerveau du terrien de base. Et donc, il pourra maîtriser la communication télépathique avec le terrien de base, et cela même si le terrien de base n'a, lui, aucune aptitude télépathique. Et je vous laisse imaginer combien ce phénomène est encore plus complet et plus puissant quand il est appliqué par un être majeur et par un être transcendantal. Mais je pense que la meilleure illustration qu'on puisse donner ici au niveau du différentiel télépathique, c'est celui-ci. Toujours la même configuration. Vous avez un terrien de base en face de ces quatre êtres-là. Et vous allez demander à ces quatre êtres-là d'influencer par leur force neuropsychique, d'exercer une influence neuropsychique sur le cerveau du terrien de base. L'être mineur sera incapable de la moindre influence neuropsychique sur le cerveau du terrien de base. L'être médian sera capable, en se concentrant très rapidement, d'influencer le cerveau de l'humain de base, au point, par exemple, de convaincre le cerveau de l'humain de base que l'humain de base ne le voit plus. On appelle ça l'invisibilité psychique. L'être médian n'aura pas véritablement disparu. Il sera toujours physiquement là, présent en face de l'humain de base, mais il aura supprimé momentanément dans le cerveau de l'humain de base la capacité de l'humain de base à le voir. Donc, il sera capable d'obtenir ce phénomène d'invisibilité psychique. Dans le même ordre d'idées, l'être médian pourra aussi changer de forme psychiquement aux yeux de l'humain de base, c'est-à-dire que physiquement, l'être médian n'aura pas changé de forme, mais psychiquement, il va imposer au cerveau de l'humain de base de le voir sous une forme différente. Il peut changer de forme psychique et prendre n'importe quelle forme psychique. Sa forme physique n'aura pas changé, simplement c'est le cerveau de l'humain de base, influencé par la puissance neuropsychique de l'être médian, qui va forcer le cerveau de l'humain de base à voir l'être médian sous la forme que cet être aura décidé. Donc, c'est un changement de forme psychique qui est tout à fait similaire à l'invisibilité psychique. Cela demande un certain effort de concentration, mais un être médian est capable de tenir cette concentration pendant plusieurs heures
il est capable de rester pleinement fonctionnel alors que une partie de son système neuropsychique est concentrée dans l'exercice de ce phénomène d'imposer au cerveau des humains de base une forme psychique spécifique. Pendant que l'humain de base est influencé par l'être médian, il voit l'être médian sous la forme que l'être médian décide. Mais si l'humain de base prenait une photo ou tournait une vidéo, tant qu'il sera sous l'influence de l'être médian, l'humain de base verrait apparemment sur la photo et sur la vidéo l'être médian tel que l'être médian veut être vu. Mais quand l'humain de base sera sorti de l'influence immédiate de l'être médian, il verra que l'être médian va apparaître sur la photo, va apparaître dans la vidéo sous sa vraie forme physique et non pas sous la forme psychique imposée. Un être médian peut agir ainsi sur tout un groupe d'humains à la fois. C'est-à-dire qu'il peut émettre un rayonnement d'influence qui fait peut-être 300 mètres de rayon et toutes les personnes qui se trouvent dans ces rayons de 300 mètres de son influence psychique la plus intense, eh bien, vont être influencés et ils vont voir, s'ils le croisent, l'être médian sous la forme psychique imposée par l'être médian. L'être majeur peut faire cela encore mieux, infiniment mieux que l'être médian, sauf que l'être majeur, lui, il peut véritablement se rendre concrètement invisible, donc il peut effectuer une véritable invisibilité vibratoire et non pas seulement une invisibilité psychique, et il peut véritablement changer de forme. Littéralement, un être majeur peut changer de forme. Alors, certes, les formes qu'il peut prendre, il ne peut les garder qu'un certain temps, il peut les garder peut-être plusieurs minutes, peut-être plusieurs dizaines de minutes, peut-être plusieurs heures. Ça peut vraiment durer plusieurs heures et dès qu'il relâche son effort, son corps va revenir à sa forme initiale, à sa forme génétiquement définie. Mais il peut changer de forme et garder une forme différente pendant plusieurs heures. C'est jusque-là que va la puissance d'un être majeur, d'un être appartenant à une race majeure. Et évidemment, l'être transcendantal sera encore mieux capable de tout cela à son niveau. Quand un être majeur ou un être transcendantal change concrètement de forme, il opère deux choses. La première chose, il crée un champ psychomagnétique très intense par sa propre concentration. Et dans ce champ intense psychomagnétique, il peut remodeler les cellules de son corps comme il veut. Et tant que le champ reste intense, eh bien, l'opération se maintient. Quand l'être va relâcher sa concentration, tout le paramétrage va se résorber, le champ va disparaître, et en disparaissant, le corps, les cellules vont retrouver leur agencement naturel, c'est-à-dire défini par la génétique de la complexion. Je pense que avec ces différentes illustrations, vous avez une assez bonne idée générale de ce que signifie le niveau mineur
le niveau médian, le niveau majeur et le niveau transcendantal. La plupart des races mineures vivent sur leur planète et ne maîtrisent pas le voyage spatial et ne maîtrisent pas la technologie de déplacement dans l'espace et de déplacement interdimensionnel. Souvent, c'est la même technologie. Pour se déplacer dans l'univers de façon efficace, c'est-à-dire pour atteindre d'autres étoiles en quelques heures, ou en quelques jours, pour pouvoir naviguer, faire le tour d'une galaxie en quelques jours. Il faut maîtriser la technologie à minima de translation et à maxima la technologie de déplacement interdimensionnel. Donc la plupart des races, on va dire voyageuses, c'est le cas de le dire, sont au moins à minima des races médianes. Les races mineures ne sont pas voyageuses. Les races mineures sont non voyageuses. Après, ça n'exclut pas qu'elles puissent laborieusement se déplacer au sein de leur système stellaire et se déplacer d'une planète à l'autre par de la technologie au sein de leur propre système stellaire. Mais les distances entre les planètes au sein d'un même système stellaire sont rien comparées aux distances entre les étoiles. Et pour pouvoir voyager un peu partout à portée de quelques heures, à portée de quelques jours seulement de voyage, il faut maîtriser plus que de bonnes technologies de propulsion dans l'espace, il faut maîtriser de vraies technologies de déplacement interdimensionnel. Pour voyager à vitesse efficace dans l'univers, il faut maintenir les vaisseaux en état de translation. Les propriétés de l'état de translation sont très spéciales. Le degré de liberté de mouvement en état de translation est quasi illimité, quasi infini. Mais ce sont des questions, on va dire, techniques qui ne sont pas très importantes, mais je les signale ici, surtout pour dire ceci. La plupart des races voyageuses, sinon toutes les races voyageuses, celles qui peuvent faire le tour d'une galaxie en quelques jours de voyage, sont des races qui sont à minima médiane et qui maîtrisent la technologie interdimensionnelle et donc aussi la technologie de translation. Ce qui veut dire que, voilà, quand des êtres viennent de l'espace et se densifient sur Terre, ce ne sont pas des êtres mineurs issus d'autres planètes, ce sont des êtres à minima médians issus d'autres planètes. Si vous comprenez la puissance technologique de la technologie de déplacement translatif et de déplacement interdimensionnel, et si vous comprenez toute la portée de la puissance neuropsychique médiane, alors vous n'aurez aucune peine à comprendre que ces êtres-là peuvent très bien venir sur Terre régulièrement et tout à fait s'arranger pour passer inaperçus aux yeux de la race humaine terrestre. Et c'est véritablement ce qui se passe. Il y a des êtres de l'espace densifiés au milieu de l'humanité qui vivent dans des demeures parfois situées en pleine ville,
qui séjourne pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire même pendant quelques années, qui séjourne concrètement au milieu de la société sans qu'il soit possible pour la race humaine terrestre de se rendre compte de la présence de ces êtres de l'espace. Je répète, je le dis très clairement, des êtres de l'espace visitent de façon régulière la Terre et des êtres de l'espace font des séjours parfois assez longs au milieu de la société humaine terrestre. Qu'il s'agisse de visites très ponctuelles de quelques heures, ou de séjours long terme de plusieurs mois ou de quelques années, des êtres de l'espace ont pour habitude de séjourner concrètement au milieu de l'humanité. Certains vont jusqu'à à se créer de vraies fausses identités et à se frayer des places dans certaines grandes sociétés, dans certaines grandes administrations. C'est pour des questions d'expérience personnelle que certains êtres de l'espace vont jusqu'à se créer une fausse identité plus vraie que nature et jusqu'à obtenir un emploi ou un poste ou une fonction au sein de certaines grandes sociétés ou au sein de certaines grandes administrations d'État. La combinaison de leur puissance technologique et de leur puissance neuropsychique fait que, voilà, ils n'ont aucun problème insurmontable à s'insérer pour quelques années avec des papiers plus vrais que nature dans notre système social. Je vais développer dans un autre podcast l'émission spécifique des êtres de l'espace densifiés qui vivent au milieu de l'humanité terrestre. Dans le présent podcast, le sujet c'est celui des volontaires incarnés, on va dire comme humains, donc au sein de la race humaine terrestre. Là, je viens de décrire, d'expliquer la première base de compréhension, il en faut deux. La première base de compréhension qui va vraiment permettre de comprendre ce que c'est qu'un volontaire incarné. Donc là, je viens de décrire, d'expliquer la première base, il en faut deux, la première base de compréhension. Maintenant, dans la suite, je vais développer la seconde base de compréhension de ce qu'est involontaire. On va parler des relations entre les âmes et les complexions. Ce qui fait toute la puissance de la notion de volontaire en réalité. Et ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les missions pour lesquelles les volontaires s'incarnent. Donc, c'est la suite de ce podcast, c'est la suite de ce propos. Je vais maintenant vous expliquer la seconde base de compréhension pour bien comprendre ce qu'est involontaire, le comprendre pleinement. Et ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les missions, pour quelles raisons est-ce que les volontaires s'incarnent au milieu de la race humaine et quels sont les buts qu'ils poursuivent et quel est le potentiel qu'ils représentent dans toute la dynamique d'évolution du projet, on va dire, sociétal de la Terre. Et aussi, bien entendu, vous expliquer au passage c'est quoi le projet Terre, puisqu'il y a bien un projet lié à toute l'expérience de la vie sur Terre.
Ce sont les races transcendantales qui s'occupent de créer la vie sur différentes planètes. Je vais aussi en parler voilà, dans la suite immédiate de ce propos. Ici s'achève la partie gratuite de cet enseignement technique. Si cela vous intéresse d'acquérir l'intégralité de cet enseignement technique, merci de suivre le lien en description de ce podcast sur YouTube. Vous trouverez les indications nécessaires pour acquérir sur notre boutique l'intégralité de cet enseignement technique. À tout de suite.